Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. À quel âge avez-vous commencé la pâtisserie? Quel est votre parcours professionnel? J'ai commencé la pâtisserie, j'avais 16 ans. Mais bon, j'ai été inspiré par la pâtisserie très jeune, à l'âge de 8 ans, parce que ma tante faisait beaucoup de gâteaux à la maison, donc j'ai toujours été passionné par les gâteaux. Et bon, mon parcours professionnel, j'ai fait un CAP dans une école hôtelière. Après, j'ai eu mon brevet de maîtrise. En passant, j'ai eu un CAP de boulanger. Après, j'ai été meilleur de France pâtissier en 97. Puis j'ai été 2 fois champion du monde de la pâtisserie en 2002 et 2005. Voilà. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier? L'amour. L'amour du métier. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est un métier, si on veut le faire à un certain niveau, je pense c'est la passion. Parce que c'est quand même un métier qui est dur, il faut travailler beaucoup d'heures et il faut de la passion. La passion est, je pense, le plus important. Le moteur. Ouais, c'est le moteur. Vous ne pouvez pas vous lever le matin à 3 h du matin et pas être passionné. Ça dure qu'un temps. Pouvez-vous nous décrire votre quotidien chez Jean-Philippe Pâtisserie, que l'on puisse imaginer comment fonctionne votre boutique? Ma boutique aujourd'hui, mes boutiques fonctionnent différemment qu'au début, bien entendu, puisque aujourd'hui on a à peu près 100 employés pour les 2 boutiques. Donc on a pratiquement autant de vent que derrière avec la production et la vente. 100 employés à Bellagio et à Aria? En total, c'est-à-dire qu'on a à peu près 50 personnes en production et on a 25 et 25. Enfin, je dirais un peu plus Aria parce que c'est un peu plus grand le magasin, mais on va dire à peu près sur les 100 personnes totales de notre entreprise, on a 50 personnes qui sont pour la vente et 50 personnes pour la production. C'est à peu près une moyenne. La journée, vous savez, on est à Las Vegas, donc les magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Ils sont ouverts de 6 h le matin jusqu'à un week-end 2 h du matin. Donc on a quand même des très longues journées. Donc ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de personnel pour faire toute la rotation. Et en laboratoire, on a le laboratoire qui commence à minuit et les derniers s'en vont à 8 h du soir. Donc pareil, il y a quand même une grosse... on est obligé d'avoir différentes équipes pour différents endroits de production. Voilà. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir une pâtisserie au Bellagio plutôt qu'un autre casino? Quelque part, j'ai pas choisi. Enfin, on choisit toujours. Mais moi, c'est l'opportunité qui a été faite. C'est que j'ai ouvert le Bellagio à l'époque avec Steve Wynn et quelques années après, Steve Wynn a été racheté, l'hôtel Bellagio a été racheté par MGM. Et à ce moment-là, moi, j'ai décidé de partir avec Steve Wynn puisqu'il m'avait promis d'ouvrir mon propre magasin à son nouvel hôtel. Et puis MGM m'a fait une proposition que j'ai pas pu refuser, donc je suis resté avec eux et ils m'ont ouvert. Donc c'était la condition qu'il fallait qu'ils ouvrent mon magasin. Je leur ai, entre parenthèses, à l'époque, je leur ai imposé. Et puis comme le magasin a eu beaucoup de succès dès qu'on a ouvert, c'est après eux qui m'ont proposé d'ouvrir un deuxième magasin à Aria quand on a ouvert le nouvel hôtel. D'où proviennent les matières premières que vous utilisez en pâtisserie? Alors, tout début, quand je suis arrivé aux États-Unis, je dirais comme beaucoup de Français, je pensais que le meilleur venait de France, ça c'est normal. Je pensais aussi que j'allais échanger les Américains, que j'allais leur faire manger de la pâtisserie française, 100% française. Oui. Puis j'ai vite compris que ça marche pas comme ça, il faut quand même savoir s'adapter. Donc au début, j'utilisais quand même, on va dire, 75% de mes produits étaient français. Et puis avec le temps, j'ai appris à découvrir d'autres produits. Et c'est vrai que maintenant aux États-Unis, on arrive aussi à trouver des produits locaux qui sont pas trop mal. Maintenant, c'est un exemple, par exemple, mon chocolat, il vient toujours de France. Oui. On travaille avec Valrhona pour le chocolat. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même très spécifiques où c'est vrai qu'en France, on fait quand même des produits... Le beurre, par exemple? Non, le beurre, non. Vous voyez, par exemple, le beurre, pendant un moment, je travaillais avec un beurre français de renommé, mais le coût était énorme. Et il faut quand même savoir qu'on utilise, nous, à peu près 90 tonnes de beurre par an. Donc, vous savez, $1 le pound, $2 le pound de différence, multiplié par 90 tonnes, je vous laisse imaginer les sommes que ça fait. Et donc, on a fait des recherches, on a trouvé un beurre américain qui est très très bien, et qu'on paye pratiquement moitié prix que ce qu'on paierait le beurre français. Donc,
il y a ça aussi, il y a le côté bon, business, il y a le côté le chef, l'amour de ce qu'on fait, mais comme je dis toujours à mon équipe, vous pouvez être le meilleur pâtissier du monde, si vous ne savez pas faire tourner votre business, ben, ça ne marche pas. Hein. On ne peut pas faire que du bon sans dire je m'en fous combien ça coûte, parce qu'après, il faut aussi qu'une entreprise soit viable, hein. Il faut que ça soit rentable. Voilà. Quelle est votre clientèle la plus importante, les touristes ou les habitants de Las Vegas? Nos clients numéro 1, c'est les Californiens. Ah, parce que c'est eux qui viennent le week-end, hein, oui. C'est là où on est le plus occupé. Le tourisme, bien sûr, hein, beaucoup de Chinois. C'est marrant parce que la clientèle française, on la voit surtout l'été. Parce que bon, l'été, les gens prennent des vacances en France. C'est là où les destinations à Las Vegas sont les moins chères, parce qu'il fait tellement chaud, il n'y a personne qui veut venir. Donc, ils baissent les prix des partant de France. Hein. Par contre, nous, quand on va aller en France en été, on paye plein pot. Par contre, eux, ils ont des super prix, donc c'est comme ça, c'est la loi du business. Mais on va dire quand même la Californie, les Américains sont quand même notre numéro 1, hein, je veux dire, en clientèle. Renouvelez-vous souvent vos pâtisseries et suivez-vous le goût de votre clientèle? Alors, les pâtisseries, on a une gamme, on est à peu près 25 petits gâteaux à l'heure actuelle. On a nos 20 petits gâteaux qui sont des classiques, qu'on ne change pas. Bon, bien sûr, il y a le millefeuille, l'éclair, qu'on a donné bien sûr un petit twist pour les rendre un peu plus intéressants, différents, on va dire. Mais on a toujours dans nos magasins entre 3 à 4 desserts qu'on change par saison, tout le temps. Mais on a quand même nos classiques, parce que les gens, je me suis aperçu quand même, les gens, ils aiment quand même ce qui est classique. Ils viennent chez nous pour ce qui est classique. Oui. Voilà. Vous avez le Paris-Brest, évidemment. Je n'ai pas le Paris-Brest, on n'a pas de Paris-Brest, mais par contre, on fait, je vous dis, des éclairs, on fait des macarons à la framboise et litchi. Voilà, on fait des choses qui sont quand même traditionnellement françaises, des tartes citron, tout ça, mais on ne peut pas tout faire non plus. Donc on essaie quand même entre la pâtisserie qui est américaine, le cheesecake, les trucs comme ça, on essaie de leur donner un air un peu plus européen, on va dire. Voilà, donc on a nos techniques en décoration et tout ça pour pouvoir les vendre différents, on va dire. En 1997, vous avez été récompensé comme meilleur ouvrier de France, meilleur chef pâtissier en France. Ce titre a-t-il marqué un vrai tournant dans votre carrière? Ensuite, vous avez également reçu 3 médailles d'or. Alors, le titre de meilleur ouvrier de France, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que bon, j'ai commencé, j'étais quand même relativement jeune, et je suis arrivé un petit peu à l'époque où j'ai reçu mon titre de meilleur ouvrier de France, c'était un peu les nouvelles générations. Il faut savoir qu'il y a 30-40 ans en arrière, les gens qui étaient meilleurs ouvriers de France, c'est bien souvent des gens, je dirais, entre parenthèses, un peu plus âgés. On devenait meilleur ouvrier de France à 45, 50 ans, 60 ans. C'était un peu l'arrivée, c'était l'apothéose, c'était la cerise sur le gâteau. Je pense que le meilleur ouvrier de France, ça a changé maintenant. Vous savez, quand moi j'ai eu la chance d'être meilleur ouvrier de France à 28 ans. Donc c'était quand même relativement jeune. Et on ne peut pas dire, bah, ça y est, c'est super, je vais me faire bronzer sur la plage, tout est arrivé, quoi. Donc pour moi, le meilleur de France a été un nouveau commencement. Ça a été, c'est sûr que je dois dire, malgré que bon, j'ai été 2 fois champion du monde après ça, mais l'impact du meilleur de France, je crois que c'est celui qui reste dans ma mémoire le plus important. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très dur déjà, hein, puisque c'est sur 3 jours, c'est une compétition quand même qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation. Mais c'est quand même celui, je pense, le meilleur de France, celui dont je suis le plus fier. C'est quelque chose qui est quand même... bon, maintenant, vous ne pouvez pas arriver aux États-Unis en disant je suis le meilleur de France, je suis le meilleur, vous allez venir chez moi et tout va bien se passer. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'à la rigueur, les Américains, je pense qu'ils ne comprennent pas. Nous, les Français, quand on vous dit ouais, les meilleurs de France, bon, ben, les Français, on arrive à réaliser ce que c'est. Mais les Américains, ils ne savent pas ce que c'est. Par contre, si vous leur dites que vous êtes champion du monde, ça, c'est quelque chose qui leur parle. Mais meilleur de France, c'est pas... D'ailleurs, vous verrez sur mes boîtages, tout ça, il n'y a aucun moment où je marque que je suis meilleur de France. D'ailleurs, même champion du monde, on ne peut pas dire que je le mets en avant. C'est peut-être significatif en France. Ben, c'est vrai qu'en France, si vous êtes meilleur de France, vous le mettez partout, hein, sur votre boutique, sur votre voiture, sur votre...
Maintenant, bon, ici, je sais pas, peut-être que j'en ai pas eu la nécessité. Pour moi, ça n'a pas été... parce que bon, ça nous tranchant, je pense aussi. Si vous dites à tout le monde, salut, je suis là, je suis le meilleur, le jour où vous faites une erreur, les gens, ils vous le rappellent. Alors que si vous faites les choses avec passion et que, bon, c'est sûr, je suis fier de numéro de France, je ne le cache pas, mais de là à l'exposer, je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Voilà. Êtes-vous sollicité pour des réceptions ou des cocktails? Offrez-vous également des produits salés? Alors, nous c'est un peu spécial parce qu'on est quand même dans un hôtel. Donc dans un hôtel, ils ont des banquets, ils ont des réceptions, ils ont des équipes énormes où ils font que ça toute la journée. Nous, on n'est pas là pour faire la compétition avec eux, aller faire nos petits cocktails, nos petits banquets. Donc on ne va pas dire que ce n'est quand même pas notre activité. En salé, oui, on fait tous nos salés, on a une cuisine chaude où on fait tous nos sandwichs, on fait toutes nos salades, on fait tout ce qu'on vend dans notre magasin. D'ailleurs, on en fait des très larges quantités, mais je ne fais pas de cocktails, de canapés, de petits fours. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Donc vous ne faites pas traiteur? Non, ça c'est... Puis d'ailleurs, je ne sais pas comment on ferait parce que je ne crois pas qu'on aurait le temps de tout faire. D'où vous vient l'idée de la fontaine au chocolat? Alors la fontaine au chocolat, ça s'est passé, on va dire, c'est vraiment quelque chose d'anodin, de spécial, on va dire, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a proposé d'ouvrir mon magasin, le président à l'époque du Bellagio est venu me voir en me disant, bon, Jean-Philippe, tu ouvres un magasin, super, mais il va falloir que tu fasses quelque chose qui change de l'ordinaire. Et là, je me suis dit, bon, moi ça m'allait très bien, c'est ce que je voulais faire aussi. Et donc je lui ai proposé un jour, je me suis dit, il y a une fontaine de chocolat, une fontaine d'eau au Bellagio, qui est quand même, c'était l'icône du Bellagio quand on a ouvert, hein, la fontaine, les fontaines. Et je me suis dit, moi je vais faire une fontaine de chocolat. Donc c'est arrivé un peu sur une idée, on va dire, un peu farfelue. Surtout que j'avais aucune idée de savoir comment j'allais faire, puisque ça s'est jamais fait. Donc on a travaillé pendant plus de 2 ans à la mettre en place. On l'a construit 2 fois au Canada. Ça a pris pratiquement 2 ans de ma vie à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que bon, c'est joli, mais c'est pas facile à reproduire. De quelle création êtes-vous le plus fier? Je pense que la création à laquelle je suis le plus fier, c'est quand même la fontaine de chocolat. Ça a quand même été quelque chose de très viral. C'est quelque chose qu'il a fallu que j'aille chercher vraiment au fond de moi. Beaucoup de challenges, de difficultés, parce que trouver des pompes qui pouvaient pomper plus de 120 litres de chocolat à l'heure, ça a été quand même très intense, avec les designers, les ingénieurs pour mettre tout ça en place, parce que bon, il y a quand même 2 tonnes de chocolat qui tournent, 24 heures sur 24. Donc ça a été quand même, je peux vous dire que 2 jours avant l'ouverture du magasin, elle éclaboussait partout, il y en avait plein les vitres du chocolat, c'était une catastrophe. Là, je peux vous dire que je ne dormais pas beaucoup à cette époque. Donc, non, c'est quand même quelque chose, j'avoue, qui est quand même, je suis assez fier. On l'a enregistré au Guinness des records. Maintenant, on peut dire qu'elle est devenue une icône au Bellagio. Les gens viennent au Bellagio pour voir la fontaine de chocolat. On a aussi des tours, des organismes qui viennent avec des tours, des bus pour venir voir la fontaine de chocolat. Ça fait partie maintenant, quand les gens organisent des tours à Las Vegas, ils vont voir la stratosphère, ils vont voir la tour Eiffel du Paris Hotel, mais ils viennent au Bellagio pour voir la fontaine de chocolat. Donc pour nous, c'est sûr que c'est quand même... c'est pour ça que notre magasin au Bellagio a aussi beaucoup de succès, je pense. Vous avez ouvert la pâtisserie Jean-Philippe au Bellagio en 2005, celle de Aria en 2010. Avez-vous d'autres projets? Ah oui, j'ai beaucoup de projets. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, on peut en parler. Enfin, il y en a un qu'on peut parler parce qu'il devrait arriver rapidement, donc je peux commencer à le dévoiler. Donc nous allons ouvrir début d'année prochaine à San Diego. Nous allons ouvrir un nouveau concept qui s'appelle I Dessert. Donc c'est un concept que de dessert, mais complètement différent de ce qu'on pourrait penser. C'est pas un restaurant où on mange des desserts, attention, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un endroit où les gens vont pouvoir venir créer leur dessert sur un iPad. Et en 1 minute, on leur met leur dessert à emporter. Donc c'est un dessert qui est très intéressant. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas donner tous les détails, mais c'est très intéressant en texture, en goût.
c'est pas des En éclairs. créativité. Voilà, c'est pas Oui. un éclair ou un millefeuille ou un pain au chocolat, hein, ça n'a rien à voir. Oui, Hein. oui. C'est comme un dessert à l'assiette, mais que vous pouvez manger debout, que vous pouvez manger. Qu'on peut composer. Voilà, et c'est Oui. pour la, donc on l'a appelé high dessert. Pourquoi? Parce que c'est le client qui fabrique son dessert. Donc, attention, il ne met pas les mains dedans, hein. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, c'est lui qui le compose. Oui. Donc si vous avez le chocolat, vous allez mettre de la crème au chocolat, vous allez mettre de la glace au chocolat, vous avez de la sauce au chocolat, et on va vous faire un dessert avec un packaging qui va être très très attractif. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille sur ce concept. C'est un concept qu'on a, on a enregistré, on a trademark, et on devrait ouvrir le premier donc à San Diego début d'année. Ça sera le premier, donc ça s'appellera High Dessert by Jean-Philippe. Donc je mets mon nom dessus. Donc la qualité sera quand même une très bonne qualité. Ça sera pas, on ne pourra pas comparer à ce qu'on fait à Jean-Philippe Pâtisserie, parce que Jean-Philippe Pâtisserie c'est quand même très, on va dire, délicat. Là, on s'adresse à, on va dire, un peu tout le monde, l'américain moyen, puisqu'on va commencer à un prix à moins de 5 $, et on va pouvoir monter, suivant les options que vous choisissez en dessert, vous montez jusqu'à 7,50 $. Donc ça reste quand même à 5 $, on va dire accessible pour tout le monde. Donc ça, c'est un autre. Et puis aussi, je suis en train de continuer à développer ma marque, donc Jean-Philippe Pâtisserie. Et donc là, on a des projets, différents endroits du monde. Bon, ça prend du temps parce que c'est Oui. toujours loin, il y a beaucoup de choses à préparer. Puis il y a tant d'autres. Je veux dire, c'est quelque chose que j'aime. Développer le challenge, les nouveaux. Enfin, essayer de sortir des choses un petit peu nouvelles et pas rester un peu comme tout le monde dans le même créneau. Un mot de la fin? Ben, mot de la fin, les États-Unis, c'est sûr que pour moi, ça a été. Moi, je pense que je peux vraiment dire le rêve américain. C'est un pays qui est extraordinaire, où on m'a donné l'opportunité, la chance de pouvoir m'exprimer, on m'a donné les moyens de faire ça. Donc c'est vrai que c'est un pays qui me colle à la peau. Je me vois pas. Je ne me vois pas quitter les États-Unis, ou alors si je les quitte, c'est parce que pour d'autres raisons, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui je ne suis pas tenté à me dire ah ben tiens, je vais aller là, dans un autre pays parce que je réussirai mieux. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense pas. Non, je veux dire, c'est fabuleux. C'est sûr que c'est une super expérience. On vous souhaite de continuer comme ça, et puis merci pour l'interview. Mais merci beaucoup.